Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi d'automne. Toute l'information près de chez vous, reportage, décryptage et votre météo à venir après le retour de la pluie aujourd'hui. Nous en profiterons pour retrouver au Grimaldi Forum l'athlète, l'iconique Marie-Josée Pérec, triple médaillée d'or dans l'histoire de l'olympisme tricolore et invité d'honneur du Sportel 2025. Puis nous découvrirons le Team Monaco engagé dans la prochaine saison des E1 Series, compétition réservée aux bateaux de course à propulsion électrique. Tous les résultats sportifs de votre week-end sport bien sûr, et nous terminerons ce journal par le concert exceptionnel de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo donné à l'occasion des 25 ans de l'Association des Amis de l'OPMC. Le Sportel Monaco, le rendez-vous du sport et des médias, bat son plein en ce moment au Grimaldi Forum, avec la visite en début d'après-midi du Prince Albert II, qui a pu rencontrer les champions présents cette année en principauté et arpenter les allées du salon. Le Prince souverain, qui a également été convié au lancement officiel du Team Monaco, qui participera à la prochaine saison des E1 Series, le championnat de bateaux de course à moteur électrique, un peu la déclinaison logique finalement, dans l'air du temps, de la Formula E. Annonce faite par son créateur tout à l'heure, Alejandro Agag, il est au micro d'Émilie Rousseau. En fait, c'est historique. Aujourd'hui, on présente le Team Monaco E1 Series. Et Monaco, c'est très important pour ce championnat. On a commencé ici, vraiment, le championnat. On a déjà fait 2 éditions de la course à Monaco. Et la prochaine course, il y aura un bateau de course Team Monaco. Alors, tous les Monégasques pourront soutenir son propre team. Est-ce qu'on sait déjà qui va piloter ce bateau qui représentera ce Team Monaco ? On ne sait pas encore, je pense qu'ils vont faire des annonces très bientôt parce que la première course à laquelle il va participer, c'est déjà au mois de janvier en Arabie Saoudite, à Jeddah. Ça sera la première course du Team Monaco, alors il faut qu'ils aient les pilotes au plus vite. Triple championne olympique d'athlétisme, Marie-Josée Pérec rayonne et irradie au cœur du salon monégasque. Selfie, podcast et dédicace de son autobiographie, Ma vie olympique. Elle a quand même pris le temps pour répondre aux questions de Fabien Bonilla. C'est notre entretien ce soir. Marie-Josée Pérec, bonsoir. Bonsoir. Vous allez recevoir à 20h le prix de l'autobiographie 2025 au Sportel. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce prix ? Alors pour moi, c'est vraiment un honneur, c'est une fierté. Je ne pensais pas du tout que ce livre pouvait remporter un tel prix. Ouais. Vous n'aviez pas confiance en vous ? Non, mais moi je me disais, bon, ça me faisait du bien d'écrire en fait cette biographie, de raconter un peu une partie de ma vie. Alors moi, en fait, je l'ai plutôt fait dans le but de transmettre en fait aux jeunes qui arrivent. C'est rendre possible l'impossible, en fait. C'est ça, de dire que voilà, on peut partir d'une petite île, on peut avoir démarré très tard ce sport et en fait avoir une carrière comme celle-là, de raconter les beaux moments, mais aussi les moments très difficiles. Je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Bien sûr. C'est ce qui nous construit d'ailleurs. C'est ça, c'est ça. Et donc, mais je ne pensais pas du tout recevoir un prix. Enfin, ça me touche beaucoup. Je suis très fière. Ouais. Donc, vous pouvez l'être, oui. Ouais, je suis vraiment très très fière. C'est vraiment une très belle consécration. Ouais. Et justement, dans votre livre, Ma vie olympique, quels sont les moments phares que vous racontez? Quels sont les meilleurs souvenirs que vous racontez à l'intérieur de ce livre? Une compétition que vous n'oublierez par exemple jamais, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, dans les bons moments? Il y a les belles victoires, ouais. Il y a aussi les moments difficiles comme Sydney, comment on se remet, il y a comment j'ai démarré. Parce que je viens de loin, je me suis arrêtée, je suis repartie. En fait, j'explique vraiment les moments où vraiment les choses ont basculé et qui a fait que je suis revenue plus forte. Et voilà, non mais c'est assez difficile, mais... On y arrive. Vous êtes triple championne olympique. Est-ce que c'est une de ces 3 courses que vous retenez? S'il y avait une course à retenir, ce serait une de celles-là, ce serait une autre qui n'a rien à voir. Qu'est-ce que le moment de votre carrière, la course de votre carrière, ce serait laquelle?
Ah ben moi je dis toujours que la course de ma carrière c'est sûrement ce 200 à Atlanta. Parce que, en fait, gagner les Jeux sur sa distance de prédilection, c'est déjà quelque chose de très dur à réaliser. Mais de gagner les Jeux sur une épreuve qui n'est pas la vôtre, c'est vraiment incroyable. Donc, c'est celle-là pour moi qui est la plus belle. D'ailleurs, c'est une course techniquement, je la trouve merveilleuse. Moi, j'ai vraiment le sentiment à ce moment-là de m'envoler sur les derniers mètres. Donc, oui, je dirais le 200 mètres d'Atlanta. Et c'est amusant parce que j'avais Muriel Urtis en invité tout à l'heure que l'on retrouvera dans une émission dans quelques jours. Et elle m'a dit qu'elle avait commencé l'athlétisme par rapport à Atlanta et votre course. Je ne sais pas si elle vous l'avait raconté, je vous ai vu discuter toutes les deux. Elle ne vous l'a jamais dit? Non. Ben voilà. Donc on parle des moments incroyables. Il y a bien sûr l'allumage de la vasque pour les JO. Ça aussi, c'est dans le livre. Et ça aussi, c'est un moment, j'imagine, qu'on n'oublie pas. Mais c'est un moment, pour moi, c'est une belle reconnaissance. Parce que moi, je dirais que ça a été quand même dur, l'arrêt de ma carrière avec Sydney. J'ai mis beaucoup de temps, en fait, à me reconstruire. Mais c'est vrai que d'avoir cet honneur d'allumer la vasque chez nous à Paris, c'était vraiment quelque chose de... Et vous l'avez découvert en plus au dernier d'extraordinaire moment. Et je l'ai découvert le matin. Et puis c'est aussi... personnellement, vraiment, c'est ça, c'est une belle reconnaissance, mais je trouvais que ça prenait en fait une dimension encore plus grande de voir deux Guadeloupéens en fait allumer la vasque. Pour moi, c'était vraiment un très beau message envoyé au monde entier, un message d'unité, de fraternité. Puisque quelques semaines avant, il y avait eu les législatives, on avait vraiment le sentiment que la France, elle était plus unie. Et là, ça montrait que finalement, non, notre pays, il est beau. C'est ce que j'allais dire, c'était beau. Et il avait envie, en tout cas, on avait envie d'envoyer ce genre de message au monde. Voilà. Il y a donc le Sportel à Monaco, il y a aussi bien sûr Hercules. Vous avez gagné à Hercules. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir ou comme regard sur la Principauté ? Alors pour moi, c'est un lieu où je venais à m'entraîner. Donc durant ma période américaine, on avait notre base d'entraînement ici. On restait un mois. Et puis c'est l'époque où le prince, il était aussi un athlète. Donc il venait s'entraîner avec nous. Génial. On adorait, on partageait vraiment ce moment sportif en fait avec lui. Et puis il y avait aussi le meeting. Et moi j'adorais parce que il y avait une ambiance, il se passait quelque chose. En tout cas pour moi c'est de très très beaux souvenirs. Et dernière question avant de se quitter, est-ce qu'aujourd'hui actuellement vous êtes une femme heureuse ? Je suis très heureuse. Ça se voit. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Autre rencontre d'importance avec cette fois les joueuses de l'équipe de France de rugby féminine. Le reportage de Frédéric Elion sur des images de Jean-Alexandre Dordet. Vous avez peut-être suivi leur parcours le mois dernier lors de la Coupe du Monde en Angleterre où elles avaient terminé 4e, battues par la Nouvelle-Zélande en petite finale. Elles, ce sont les filles de l'équipe de France de rugby féminin. 2 joueuses de l'effectif étaient à Monaco dimanche après-midi dans le cadre du Sportel pour une rencontre avec le public. C'est hyper plaisant forcément de mettre notre sport en lumière. Non pas que le rugby est un sport inconnu, mais je pense qu'il y a moins l'habitude de voir des joueuses de rugby. Et je pense que ça fait plaisir de voir des retombées suite à la Coupe du Monde. Et même sans ça, voir que ce qu'on fait, ça intéresse, que notre sport a de la visibilité et que les gens ont envie de faire, de regarder. Et puis de nous rencontrer parce qu'ils sont curieux de connaître un peu notre parcours. Donc
Ouais, c'est hyper plaisant pour nous d'être là. C'est pas une habitude parce qu'on n'est pas forcément entre guillemets invité dans ce genre d'événement. Nous, c'est vrai qu'on a souvent la nuit du rugby, des choses comme ça où vraiment voilà, c'est le monde du rugby qui est invité. Donc ça fait toujours plaisir d'être voilà, d'être accueilli là, de parler du rugby féminin. Et franchement, merci à l'organisation de promouvoir en gros ce sport-là. Johanna et Carla ont la particularité de combiner rugby à 15 et à 7 au plus haut niveau. Pendant près d'une heure et demie, elles ont pu répondre aux questions du public avant une petite séance de photos et de dédicaces avec des fans conquis. C'est hyper intéressant tout ce qu'elle raconte, c'est quand même des exemples pour nous, je pense. Elle joue quand même le rugby à 15, du rugby à 7, c'est quand même incroyable pour nous toutes, puisque c'est le cas de nos joueuses. Donc forcément que ça donne envie de continuer, ça donne envie de s'accrocher pour le rugby féminin et rien que pour le développer, donc ça fait forcément beaucoup de plaisir. C'est très inspirant en fait et on se dit, on a l'impression que tout est possible, du coup ça donne juste la niaque et voilà. Ça donne envie d'accéder à leur niveau, de voir, de tout donner, de se déchaîner et de continuer à faire ce qu'on fait tous les jours et de ne pas lâcher surtout le plus important. Et de soutenir le rugby féminin. Ouais. Double championne d'Europe en titre, en rugby à 7, les Françaises avaient aussi, on s'en souvient, décroché l'argent lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Elle vient tout juste d'arrêter sa carrière, riche notamment d'un titre par compétition majeure, l'or olympique, l'or mondial, l'or européen, le titre national. La handballeuse Alison Pinault a tenu à s'exprimer sur son parcours, ses idées pour l'avenir de son sport devant un public tout à son écoute. Elle a également conseillé les jeunes sur la particularité de son sport de prédilection, un échange réalisé par la section handball de l'AS Monaco Sportel. En basket avec un Mike James en feu, 25 points dont 23 en deuxième période, la Roca Team a su résister à une très belle équipe de Villeurbanne hier en championnat. L'AS Monaco au final s'est imposé sur le parquet de l'Asvel 102-98. On en reparle dès la fin de ce journal avec nos experts du soir, Yannick de Bever et notre consultant Ali Traoré. Après 5 grands prix sans podium en Formule 1, Charles Leclerc, au terme d'un combat acharné, a réussi à prendre la 3e place du Grand Prix d'Austin derrière Lando Norris 2e et l'intouchable Max Verstappen, impressionnant d'efficacité tout au long de ce week-end américain. Prochain Grand Prix dans 6 jours maintenant, en altitude, à Mexico. Pour sa 16e édition, le Challenge de Niravera à Monaco a réuni 16 nations au Club Bouliste du Rocher. Les 5 continents étaient représentés dans cette compétition aux allures de mini-championnat du monde. Yannick de Bever et Hugo Comasa reviennent sur ce week-end de sport boule en principauté. À 2 jours du début des championnats du monde junior de sport boule en Turquie, 16 nations ont fait escale à Monaco pour disputer le Challenge de Niravera. Une compétition regroupant 3 disciplines, le double, le tir de précision et le tir en relais. C'est un des tournois, je pense, qui réunit un des seuls, je pense, à Monaco, les 5 continents. Et pour nous, ça démontre que la pratique du sport boule est vraiment internationale et que chaque année, on a plaisir d'accueillir de nouveaux pays. Et on a un plateau qui est équivalent à un championnat du monde, preuve aussi de la qualité du tournoi dans le calendrier international. 3 catégories concouraient ce week-end, les féminines, les U23 et les U18. L'équipe de France a largement dominé les débats avec 6 titres sur 9 possibles. Et du côté monégasque, 3 joueurs se sont hissés en finale. Une bonne répétition avant les championnats du monde. Le sport boule, c'est vraiment quelque chose d'assez unique et aussi on y prend goût parce que c'est assez addictif, je trouve. Certes, c'est assez répétitif sur tout ce qui est sportif, par exemple d'aller tirer, les terrains font 25 mètres quand même et les coureurs tirent donc une 50aine de boules en 5 minutes, donc c'est une bonne allure. Et donc voilà, si je pourrais défendre le sport boule, la lyonnaise, comme on l'appelle, ça serait une pétanque sportive. Les Australiens, habitués de la compétition, remportent une fois de plus la palme du courage avec leurs 22 heures d'avion pour arriver jusqu'à Monaco. Le pays où le sport boule s'appelle Bocce a bien profité de son week-end monégasque avec une 2e place obtenue en tir de précision U23. It's a very niche sport, but our community is very loving and involving, so it's very nice. Yeah. Usually we travel interstate for Australia between Sydney, Brisbane, but to come overseas, it's very nice. I'm very grateful to be able to do that. Direction la Turquie donc pour la majorité des joueurs présents ce week-end à Monaco. Les championnats du monde de sport boule U18 et U23, c'est à Mersin du 21 au 25 octobre.
Nos représentants monégasques défendront une 3e place obtenue en double l'année dernière. Un témoignage à présent. Après samedi, la journée mondiale de la ménopause, celui de l'alpiniste australienne Ali Pepper. Quand la ménopause est apparue, tout a basculé pour elle. Insomnie, douleur, dépression. Elle pensait devoir renoncer tout simplement à sa passion, l'escalade. Et après 7 mois d'errance médicale, un médecin a enfin trouvé le bon traitement. Aujourd'hui, elle a réussi à gravir 5 des 14 plus hauts sommets du monde sans oxygène. Elle vient tout juste de donner une conférence au Columbus pour partager un message d'espoir à toutes les femmes. Christinda Petit-Homel et Lionel Bernardi l'ont rencontrée. When menopause hit me, all of a sudden, with an avalanche of symptoms, very severe, like night sweats, insomnia, depression, brain fog, aching joints, muscle pain, and fatigue, I didn't think that I would be able to pursue my passion for climbing. I had been climbing since 1999, so it was a very important part of my life. And honestly, I lost the will to live. I lost all the joy in my life. But once I started taking the hormone therapy, I actually felt like I did 10 years ago in my body. So I was able to not only physically feel better, but also mentally have more clarity. This sort of black cloud lifted, and on the mountain, like I said, it's like the foundation. I need it to be able to recover, to be able to do extremely long days. Climbing without oxygen, the longest summit push has been 29 hours above 7,500 meters. I would like to share with women that menopause is not a slow decline to the grave. With the right treatment, the right lifestyle and the right mindset, it can be the beginning of the best chapter of our life. Du 4 au 7 novembre prochain, une nouvelle édition de l'Immersive Week, lancée par la Maison du Numérique, aura lieu au Jardin d'Apolline sur le thème de l'intelligence artificielle. Une conférence de presse pour présenter l'événement s'est tenue aujourd'hui en présence du maire de Monaco, Georges Marsan. Pendant cette semaine, des conférences et ateliers seront animés par des spécialistes digitales pour sensibiliser le public à l'utilisation bénéfique, bien sûr, de l'IA pour l'humain. Écoutez à ce sujet les précisions d'Anthony Boccone. Il est le responsable de la Maison du Numérique à Monaco. Il est au micro de Lisa Fernandez-Martins. L'Immersive Week, c'est le rendez-vous annuel de la Maison du Numérique, c'est sa 3e édition. Cette année, nous avons pris la décision de faire 2 conférences par jour à partir du mardi et ce jusqu'au vendredi. Donc on aura des conférences qui seront sur rendez-vous mais gratuites. Donc pour se réserver sa place, ça sera directement depuis le site internet de la Maison du Numérique. Nous, à la Maison du Numérique, on crée nos ateliers et nos conférences sur les besoins des usagers qui viennent nous voir. Nous avons eu ces derniers mois, même ces dernières années, beaucoup de questions sur l'intelligence artificielle, comment elle fonctionnait, est-ce qu'on pouvait lui faire confiance. C'est pour cette raison que nous avons décidé de faire des conférences autour de l'intelligence artificielle, mais de rappeler que c'était avant tout un outil pour l'humain. Lors de cette Immersive Week, il n'y a pas que des professionnels, on a aussi des professeurs, des chercheurs qui s'intéressent justement à cette Immersive Week. L'idée, c'est de prendre des acteurs locaux qui sont des startups ou qui enseignent dans la région pour les faire venir. Quand on leur parle du concept de Maison du Numérique, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas forcément, mais de suite qu'ils comprennent l'utilité puisque c'est gratuit et c'est au service de la population. C'est un voyage miniature à travers le temps que propose le musée des timbres et des monnaies de Monaco. Une nouvelle exposition met à l'honneur en ce moment l'architecture à travers la philatélie. Plus de 120 timbres rares racontent, chacun à leur manière, l'histoire et l'évolution du patrimoine monégasque. Voici le reportage de Vanessa Dessy sur des images de Gaël Tanguy. Quand un timbre devient le miroir de l'histoire, le musée des timbres et des monnaies dévoile son exposition « L'architecture en philatélie, une histoire en miniature ». À travers 120 pièces rares, chaque timbre invite à un voyage visuel et historique, retraçant l'évolution architecturale de la principauté, du patrimoine ancien aux créations contemporaines. Elle s'inscrit en fait dans le cadre de la Journée européenne du patrimoine qui s'est déroulée dimanche dernier à Monaco et dont le thème était consacré à l'architecture.
Cette exposition balaye de 1939 à nos jours l'évolution de l'architecture à travers le timbre et par thème, que ce soit par des évolutions d'un quartier bien spécifique ou même d'un bâtiment de façon plus spécifique également. Pour beaucoup de Monégasques, cette exposition réveille des souvenirs d'enfance. Ces timbres soigneusement conservés racontent aujourd'hui l'histoire des lieux familiers du Rocher, du Palais Princier au casino de Monte-Carlo. À travers eux, c'est tout un Monaco d'autrefois qui renaît. Un des timbres les plus anciens de l'exposition, qui date de 1939, et où on voit l'ancien stade Louis II, où on foule également le sol toute la journée parce qu'il était à la place du musée des timbres et des monnaies qui est actuellement au centre commercial de Fontvieille. Il y a une série de timbres, celle qu'on a émise en 2023 à l'occasion du centenaire du prince Régnier III, une série de blocs qui est très parlante, très marquante, puisqu'elle est consacrée à l'évolution de 3 quartiers emblématiques de Monaco et qui ont subi de nombreuses évolutions urbanistiques, donc le port Hercule, Fontvieille et le Larvoto. L'exposition L'architecture en philatélie, une histoire en miniature est à découvrir au musée des timbres et des monnaies jusqu'au 31 décembre prochain. Le concert exceptionnel du 25e anniversaire de l'association des Amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. La salle des Princes du Grimaldi Forum était archi complète pour applaudir l'orchestre sous la direction de Laurence Foster et le violoniste invité Maxime Vengerov. Récit de cette soirée de gala, signé José Sacré. Salle des Princes du Grimaldi Forum, dimanche 19 octobre, en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Souverain et de nombreuses personnalités, concert exceptionnel de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Laurence Foster. Avec au programme 3 œuvres de Tchaïkovski, ce concert était donné à l'occasion du 25e anniversaire de l'Association des Amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, créée et présidée par Smada Reisenberg. Toutes les autres institutions culturelles étaient soutenues par une association en principauté, excepté l'orchestre. Eh bien, je me suis lancée là-dedans. On ne sait jamais quand on commence, comment ça va se développer, quelle ampleur ça va prendre. Et nous voilà, 25 ans plus tard, l'association ne fait que grandir. Elle existe toujours grâce à cette confiance mutuelle qu'il y a entre nous, les membres, les musiciens, le public. Mais nous souhaitons qu'elle grandisse davantage. Depuis 25 ans, l'Association des Amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo accompagne la formation monégasque dans ses grands projets, lors de tournées à l'étranger par exemple, mais aussi de concerts exceptionnels, et organise des conférences, mais pas seulement. Les concerts jeunes publics, ça nous tient énormément à cœur. Cette nouvelle génération qui se baigne dans le virtuel et de les approcher de ce trésor qui est la musique classique. Soliste du concerto pour violon et orchestre numéro 1 de Tchaïkovski, le prodigieux violoniste Maxime Vengerov. J'ai été demandé par mon très cher ami Smadar Eisenberg, le fundraiser pour Monte-Carlo Philharmonic, pour faire cette grande gala pour Monte-Carlo. Et je ne peux pas dire non. Je joue cette concerto depuis l'âge 13. Alors, pour moi, c'est un morceau toujours un répertoire, mais je n'ai pas joué cette concerto maintenant pour 10 ans. Et je repris maintenant pour jouer. Et avant de découvrir vos prévisions météo pour les prochaines heures en compagnie d'Alban Gingembre, comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour avec une immersion au sein du Sportel Monaco. Les photos sont signées Stéphane Dana. On se retrouve demain 19h pour un tout nouveau journal. D'ici là,
passez toutes et tous une très belle soirée. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous, vous l'avez vu aujourd'hui, la météo de cette semaine s'annonce beaucoup moins clémente que ces derniers jours. La pluie tombée en principauté laissera place demain à un ciel à moitié nuageux. Quelques éclaircies l'après-midi accompagnées de passages nuageux denses. Un léger vent frais accompagnera le tout. Côté température, le thermomètre affichera entre 14 et 21 degrés. Le mardi 21 octobre, pensez à souhaiter une bonne fête aux Céline. Céline qui veut justement dire le ciel en latin. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.